Hey, bonjour vous autres. Alors, on se retrouve en ce vendredi 17 octobre. Début d'un nouveau vlog, début d'une nouvelle semaine livresque. Je viens à l'instant de terminer un livre audio dont je vous ai parlé dans le blog précédent. Donc, j'ai clôturé, j'ai également clos en fait le vlog. Et je vous retrouve cette fois-ci avec déjà une recension lecture parce que mon dernier vlog était un vlog 100% québécois. Mais j'ai quand même eu l'opportunité de lire une autre lecture qui n'était pas une lecture québécoise. Et je me suis dit, allez, je vais la garder pour le prochain vlog. De toute façon, le vlog était tellement long que j'avais pas le temps de vous en parler. Alors, je vais lancer le vlog déjà avec cette recension. Et c'est un coup de cœur absolu. Genre vraiment. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça pour une bande dessinée qui s'adresse à du, je dirais, jeunesse. Je dirais 9-12, 9, peu importe, là, mais à peu près, je dirais du 9-12. Et c'est Tia et le monde enfoui. C'est de Thomas le Petit Corps et Gabriele Bagnoli. C'est publié chez Bayard Jeunesse dans leur label Bande d'ado, qui est comme leur ça le dit, leur publication qui s'adresse, dans le fond, à la jeunesse, préadolescence, je dirais. Et dans ce cas-ci, j'ai vu la quatrième de couverture parce que je pense que c'est quand même bien décrit. Tia, une adolescente, appartient au peuple taupe qui vit sous terre dans le 7e niveau des catacombes. Elle partage son quotidien entre l'exploration des couloirs souterrains, la vie de son village et les cours donnés par la doyenne. Mais lorsque l'existence des siens est menacée par un chantier, elle brave une règle cruciale en partant à la découverte de la surface. Alors, ça peut paraître banal comme prémisse, mais c'est vraiment bon. On est vraiment dans une situation où c'est le monde d'aujourd'hui. Il n'y a pas où vous allez. C'est sûr qu'il faut avoir un esprit ouvert, disons, à une possibilité. Je ne sais pas si c'est de l'anticipation ou du réalisme magique, mais bref, une ouverture d'esprit. Mais à la surface, c'est nous. C'est le monde humain normal. Et c'est juste qu'on est dans un moment de la Terre où on aurait investi tous les niveaux, dans le fond, du sol. Donc, comme ça dit là, jusqu'au 7e niveau et même peut-être plus. Sous la ville, il y a des catacombes et chaque niveau est comme habité. Plus on se rapproche de la surface, plus on est dans des mondes qui sont un peu moins organisés. Il y en a qui c'est plus des gens qui n'ont pas de maison puis qui vont habiter là, puis qui se sont quand même organisés en mini-société, mais c'est pas tant. Il n'y a pas tant de règles et tout. Et par contre, dans le 7e niveau, le peuple taupe, les autres s'appellent comme ça, c'est vraiment un endroit qui est organisé. Donc, il y a quand même une certaine végétation, il y a une organisation sociale. C'est une société qu'on comprend qui est matriarcale. Il y a une doyenne, il y a des enseignements qui sont faits, il y a certains rôles qui sont là, des gens qui sont des agricultrices, des gens qui vont aller, qui appellent des fournisseuses, qui vont aller à la surface pour aller chercher certaines denrées ou certaines connaissances qu'ils n'ont pas, dans le fond, dans le sol. Et ça reste des humains, c'est juste qu'ils vivent dans le fond, dans le sol, et ils se sont arrangés pour manquer de rien, ne serait-ce que aussi, même pour la vitamine D, mais ils n'ont pas le soleil, mais ils ont d'autres équivalents. Et on va rencontrer Tia, qui est une adolescente qui, clairement, elle se peut plus de rester dans les catacombes. C'est pas quelqu'un qui a tendance à se satisfaire de se dire qu'il va avoir ces rôles-là pour elle. Elle veut être une fournisseuse, comme sa mère. Puis elle veut aller à la surface, c'est ça qu'elle veut faire. Puis elle, les règles, c'est pas tant son affaire. Donc, on va la voir dès le départ qui se sauve un peu du 7e niveau et qui, avec son amie, il me semble que c'est Léa, son amie, va aller explorer proche de la surface et tout ça, puis revenir après et tout. Et éventuellement, ils vont, comme ça dit là, on va suivre en parallèle, excusez-moi, à la surface, dans le fond, un père et son fils, père monoparental, un père qui est un peu comme un créatif, mais pas très organisé, qui arrive toujours en retard et tout, puis son fils, ben, qui vit avec un père, tu sais, qui a comme appris à être un peu autosuffisant. Son père, c'est pas pour mal faire, mais tu sais, c'est sûr qu'il n'est pas totalement là, puis il promet des choses, puis il n'y arrive pas, mais tu sais, c'est pas par mauvaise foi, mais le jeune, il manque un peu de complicité avec son père, puis tout ça. Et ce par-là travail, on comprend finalement, dans une compagnie qui conçoit toutes sortes de projets d'ingénierie et tout ça. Donc, éventuellement, on va suivre ces deux niveaux-là qui vont avoir évidemment un choc lorsque Tia va apprendre va trouver un prospectus qui annonce en fait l'arrivée d'un chantier qui va faire pour creuser en fait un stationnement souterrain qui va aller jusque dans les profondeurs du 7e niveau. Mais évidemment qu'à la surface, les gens ne savent pas qu'il y a le peuple taupe. Les peuples taupes, une des règles, c'est de justement pas se faire voir par les gens de la surface parce qu'ils veulent juste pas se faire déranger. Et bien là, Tia, elle, sa vision des choses, ce ne sera pas de se résigner.
Donc, on va vraiment suivre qu'est-ce qu'elle va décider de faire, comment elle va essayer d'agir. Elle va être quand même dans l'impétuosité de l'adolescence, comme quoi rien qui est impossible. Elle va se confronter aussi aux différentes générations au sein de sa communauté qui vont dire oui, mais si on se fait notre expérience, ça ne fonctionne pas, on est mieux de baisser les bras et tout. Bon. Et elle va se faire, comme c'est quelqu'un qui va de l'avant, elle va aussi entrer en contact avec des gens de la surface, dont le fameux fils du papa monoparental, parce qu'il s'avère que ce monsieur-là, c'est l'ingénieur qui est responsable du fameux chantier. Donc, j'en dirai pas plus. Ce que j'ai aimé là-dedans, tout. Donc, la prémisse de base, la construction du monde qui se fait assez rapidement, mais pas trop rapidement non plus. C'est crédible, on a le goût d'y croire, on a le goût de penser qu'il y a plusieurs niveaux dans le sous-sol. Ça peut se faire, on dirait, il n'y a pas de souci. Les personnages, vraiment sympathiques, autant dans la communauté du peuple taupe que, dans le fond, à la surface. À la surface, c'est plus des personnages qu'on aime bien détester, je vous dirais. Le niveau d'action, donc il y a vraiment plein de péripéties. Le caractère, évidemment, de Tia, qui est une irréductible, c'est une indomptable, plutôt pas une irréductible, ben aussi une irréductible. Puis la vision des choses, évidemment que ça amène une notion aussi un peu de conscience de l'ensemble de l'impact d'un projet au niveau même écologique et sociétal et, voyons, j'ai écosystème, voilà, au niveau de l'écosystème complet. Mais c'est pas appuyé trop fort, on le comprend par la force des choses, bien entendu. Puis oui, bien sûr qu'on met un peu de l'avant des valeurs de coopération, mais c'est vraiment le fun. Les personnages sont super intéressants. Ça va vite, mais comme je vous dis, c'est quand même une BD qui fait 83 pages. Donc, si c'est intéressant, ils se sont permis ça chez Bande d'ado. Habituellement, ce genre de BD-là, c'est des 48 pages. Le 83, tu sais, c'est quand même, on est presque au double. Et on voit la différence. On a le temps d'installer le contexte sans qu'on s'apesantisse trop, mais c'est pas trop rapide. On a le temps d'avoir quelques péripéties parallèles avant qu'on arrive à l'espèce de gros nœud. On va avoir quand même un dénouement, mais qui va pas trop vite, qui permet quand même aux personnages de proposer des solutions, que ça marche pas, pour avoir une certaine résolution. J'ai trouvé ça excellent à tout point de vue. Comme je vous disais, la prémisse, le développement de cette prémisse-là, la bande des personnages, la scénarisation, le découpage, l'univers visuel, vraiment excellent. En fait, j'ai envie de me déguiser en Tia pour l'Halloween, juste que personne ne saura c'est qui. Fait bon, peut-être que c'est pas l'idéal, mais ça vaut vraiment la peine. Écoutez, coup de cœur total. Donc, si ça vous dit, ben là, je dis jeunesse, je disais 9-12, mais tu sais, bon, ça vise un public ado, mais tu sais, Tia, je pense qu'elle a 13-14 ans peut-être, mais ça reste, je dirais, je ne sais pas si un 13-14 ans se sentirait interpellé. En même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même un côté de prise en main de son implication, de la différence qu'on peut faire au sein d'une communauté. Fait que pourquoi pas? Fait que je dirais peut-être dès 9 ans, puis après, jusqu'à ce que ça vous tente. Alors, ben voilà, c'est ma première lecture de ce vlog-ci. Un coup de cœur, ça part fort. Après, ben, je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais lire comme lecture, livre audio, les lectures de livres québécois que j'avais dit que peut-être je voulais faire la semaine passée. C'est pas celle-là que j'ai faite, j'en ai faite, mais c'est pas celle-là que j'ai faite. Donc, ça demeure. J'ai encore ma pile du Pumpkin Autumn Challenge qui est là. Et qu'évidemment, quand je fais une pièce à lire, on dirait que dans ce temps-là, j'ai moins le goût de les lire. Un classique. Fait que je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Mais dès que je me trouve une nouvelle lecture, je vais vous en parler, c'est certain. Donc, ben voilà. Sur ce long segment, allez, on se poursuit le tout. Et bonjour vous autres. Alors, on est en mode studio mobile pendant ma pause repas, toujours vendredi 17 octobre. Toujours ces deux couleurs, n'est-ce pas, d'éclairage. On se reprend parce que j'ai finalement écouté une lecture audio et je l'ai, en fait, c'est une très courte lecture audio. Je l'ai écoutée et complétée dans mes déplacements de ce matin. Donc, c'est la version audio du tout nouveau opus de la collection Micro chez La Courte Échelle qui s'intitule Enflammé. C'est écrit par Chloé Chartrand. Et la version audio est narrée par Elsiane Paradis. La version audio a été produite en collaboration avec le studio Bulldog. Enflammé, c'est l'histoire d'Amélie, qui est une jeune fille un peu repliée sur elle-même, qui a l'impression d'être toujours un peu trop intense pour les autres et tout ça, puis qui observe sa voisine, sa presque voisine, Kim, de loin depuis un certain temps. Et qui, lors d'une journée de tempête de neige, va finir par prendre son courage de main et l'approcher. Et il va s'en suivre une amitié fusion, un lien vraiment fusionnel, voire malsain entre elles deux, pardon.
Et au fur et à mesure que Amélie va apprendre à connaître Kim, elle va percevoir que c'est une jeune femme, un jeune ado, qui a beaucoup de failles. On évoque que chez elle, ça crie beaucoup, que c'est dans un foyer où il n'y a pas d'amour et tout ça. Et Amélie va se sentir comme un peu la responsabilité de maintenir Kim à flot au niveau de son moral, tout en vivant en même temps les espèces d'émoi de cette amitié, amour-là. Et plus ça va aller, puis plus en essayant de maintenir Kim à flot, elle va devenir quelqu'un qu'elle n'est pas, c'est-à-dire que Kim va devenir quelqu'un qui a un peu une emprise, qui fonctionne avec l'enchaînement d'éclats, de colère, versus à partir des moments où elle dit qu'elle ne pourrait pas vivre sans elle. Elle veut pas que Amélie parle à d'autres filles. Donc, on est vraiment à cette dynamique-là. En même temps, Amélie, elle aime vraiment beaucoup cette fille-là, puis elle se dit qu'elle ne peut pas la laisser tomber. Donc, on va vraiment avoir une narration du point de vue d'Amélie. Son cheminement là-dedans, ça va durer sur à peu près 1 an, cette espèce de cheminement-là, où elle va de plus en plus se tricoter serré, trop serré, avec la vie de Kim, prendre un peu sur elle cette espèce de mal-être-là, jusqu'à un moment où Kim va lui demander quelque chose d'assez radical et Amélie va se demander jusqu'où est prête à aller, en fait, jusqu'où elle est prête à s'oublier pour essayer de sauver Kim. C'est un roman très court, un roman choc, encore une fois. On est vraiment dans les émotions, dans tout ce qui est explosif, non poli, dans le sens de police, donc rugueux, imprévisible de l'adolescence, mais en même temps avec des mécanismes qui sont déjà en place, donc des mécanismes d'emprise, mais aussi des mécanismes de détresse, parce que ce qui est question là-dedans, on comprend assez vite que Kim, finalement, c'est une jeune femme qui va tellement pas bien qu'elle pense justement à en finir. Donc, elle va le verbaliser un peu indirectement à Amélie. Ça va renforcer, bien entendu, l'espèce de poids qu'Amélie se met sur les épaules parce que Kim ne veut pas qu'elle en parle, Kim ne veut pas qu'elle demande de l'aide. Donc, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Comme d'habitude, dans cette collection-là, j'ai trouvé que la plume était vraiment juste. J'ai vraiment eu l'impression que ça pouvait être des ados qui parlaient. On est ballotté avec Amélie dans cette espèce de vague-là qu'elle vit, cette vague d'attirance, mais en même temps qui la fascine, mais qui lui donne le vertige en même temps. C'est... On veut pas qu'elle coule, en même temps, on sait que c'est elle qu'il faut qu'il prenne les décisions. Ce que j'ai aimé, c'est que si dans ce roman-là, on va pas jusqu'au moment où potentiellement Amélie va peut-être demander de l'aide, elle est quand même consciente, Amélie, on dirait un peu en partie des mécanismes qui sont en place. Puis là, ben, je jette pas nécessairement la pierre au personnage de Kim, c'est un personnage qui va pas bien, mais c'est un personnage aussi qui agit de façon malsaine avec Amélie. Mais c'est ça, Amélie le verbalise. On dirait que ben, j'aurais dû faire ça, mais c'est pas ça que j'ai fait. Donc, c'est intéressant quand même parce que ça va lui permettre de garder éventuellement un certain ancrage dans la réalité. Même si tout n'est pas gagné, même si tout finit pas de façon rose. J'ai trouvé ça super intéressant, mais vraiment cette approche-là d'un lien entre deux jeunes ados de même sexe en mode lien fusionnel, je ne pourrais pas dire. Il y a quand même un peu des émois, mais on n'est pas trop sûr si c'est nécessairement des émois amoureux. C'est plus un désir de fusion, un désir de fusion, vraiment. Quelqu'un qui est très mal dans sa peau, qui désire fusionner à une autre personne pour ne pas se sentir seul avec son mal-être. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'à la fin, évidemment, quand il est question de ces sujets-là, de ce qu'évoque Kim par rapport à vouloir mettre fin à tout ça, il y a quand même à la fin clairement des ressources qui sont identifiées pour les jeunes. C'est fait bien. Ça s'adresse directement aux jeunes. C'est une note de l'autrice. Elle donne des ressources locales, numéro de téléphone, texto. Puis je trouvais que c'était justement bien fait parce évidemment qu'on n'a pas trop le choix d'aborder ce sujet-là quand on fait ce genre d'ouvrage-là, puisque c'est destiné à un public ado. L'idée, c'est pas non plus de faire couler les autres, c'est plutôt de leur peut-être lancer une bouée au cas où ce soit le bon moment pour eux autres de la saisir.
Mais j'ai trouvé aussi que la façon dont c'était abordé les ressources, c'était pas juste une liste de ressources, c'est vraiment on s'adressait directement au lecteur. Donc, comme toujours, ces romans-là, ça n'a pas été un coup de cœur total. Je pense que c'est en partie parce que j'ai pas été capable de m'identifier totalement, disons, au personnage de Kim, mais c'est par... Je pense que c'est ce que l'autrice voulait, justement, qu'on vive, cette espèce de moment où on est comme un peu ballotté dans nos allégeances. C'est pas qu'il faut prendre parti, mais on est un peu ballotté. Puis, le sujet était quand même rude, mais je trouve que c'était super bien travaillé par l'autrice. Encore une fois, excellent rythme, excellent niveau de langage choisi pour pas que ça fasse trop « je suis un adulte et j'écris de l'ado ». Mais ça l'a pas tout à fait été, ça l'a pas tout à fait fait. Ça n'a pas été totalement jusqu'au coup de cœur pour moi, mais c'est une excellente lecture. Donc, encore une fois, collection micro chez La Courte Échelle, jusqu'à maintenant, j'ai rarement eu des ratés. Donc, je vous la conseille vivement, peu importe le titre, jusqu'à maintenant. Et leurs versions audio sont systématiquement excellentes. Mais vraiment systématiquement. Donc, si vous voulez, ça dure, je pense, 1h02 ou 1h04 en version audio. Ça vaut même la peine de l'écouter en audio. Pas parce que le livre est long à lire, mais parce que je trouve que ça apporte quelque chose de plus. Il y a vraiment quelque chose là-dedans. C'était presque en vers libre. Ben, c'est en vers libre, mais justement, c'est presque du... Ben, c'était pas du slam, mais la façon dont c'était dit, on avait presque l'impression que c'était une espèce de... Il y avait une certaine musique à cette espèce de lien-là, tout en virevoltage, peut-être totalement sain, ce tourbillon-là dans lequel les gens sont attirés. Donc, ben voilà. Voilà ma lecture que j'ai terminée également. Alors maintenant, je demeure avec le problème de qu'est-ce que je vais lire par la suite. Mais bon, hein, c'est un beau problème. Alors voilà, sans autre forme de conclusion à ce moment studio mobile, on se dit à tout de suite. Bonjour vous autres. Alors, nous sommes le dimanche 19 octobre et je reviens de la course. Tout d'abord, j'ai commencé une nouvelle lecture que je vais peut-être écouter en lecture audio, mais il n'existe pas encore en version française, en audio de ce livre-là. J'ai seulement la version originale. J'aimerais l'écouter en original, mais c'est un livre que j'aimerais lire pour développer, encore une fois, une animation, comme je vous disais, pour l'hiver. Donc, c'est un peu pour le boulot. Donc, c'est pour ça que j'enchaîne. Vous allez voir, on va avoir une thématique potentiellement commune. Si vous la trouvez, vous pouvez la mettre en commentaire entre les livres que je vais lire dans les prochaines semaines. Bref, j'aurais aimé ça lire en version originale, mais si jamais on utilise ce livre-là dans mes animations, il va être en français. Donc, je me disais, bon, je vais essayer de le lire en français, même si c'est un livre qui est d'une autrice écossaise qui est paru originalement en anglais. Bref, pour le moment, je l'écoute en lecture d'accompagnement, mais je vais peut-être essayer de le lire soit en numérique ou en papier. Et sans plus tarder, c'est ce livre-ci. Donc, Val McDermid, 1979, qui est le premier tome d'une nouvelle série et qui est publié ici chez HarperCollins Noir. Donc, c'est une série. Celui-là est paru, il me semble, en 2024 en français. 1989 vient de paraître. Je ne sais pas si c'est une trilogie, mais c'est une nouvelle série qui met de l'avant un duo d'enquêteurs un peu hors norme, en fait, qui sont des journalistes d'investigation. Là, la quatrième de couverture, ça en dit beaucoup, quand même. Je sais pas si je vais tout le lire. Bon, je vais vous dire. Ça commence en 1979. C'est une année où il y a beaucoup de choses, mais au niveau de la météo, en fait, en Écosse, il y a surtout des blizzards, il y a beaucoup de grèves au niveau social, il y a des coupures d'électricité, il y a des problématiques au niveau politique. Et pour la journaliste Ali Burns, qui vient tout juste après d'autres missions, entre guillemets, qu'elle a faites ailleurs. Elle a travaillé en Angleterre un bout. Elle est de retour en Écosse et elle travaille pour The Clarion, qui est un quotidien écossais. Et pour elle, ben, c'est sûr que le fait que ce soit une année qui est quand même pleine de rebondissements, entre guillemets, c'est une bonne opportunité pour faire des articles. Mais c'est aussi une bonne opportunité pour elle d'essayer de briser un peu le plafond de verre parce qu'on est vraiment à une époque en 1979 où, en tout cas dans ce contexte-là, les journalistes féminines, les journalistes femmes, les femmes journalistes, ils peuvent être journalistes depuis un bon moment, mais on leur avait toujours juste, on leur consacre encore, même socialement, des rubriques qui sont plus, disons, légères, entre guillemets, ou loisirs, ou mode, ou... C'est encore le cas. C'est spécial parce que c'est quand même le combat de plein de journalistes qui ont peuplé le 20e siècle, là, dont Nelly Bly, entre autres, mais bref.
Ali Burns est quand même... Elle se frappe quand même à ce mur-là, mais elle essaie tranquillement de s'en sortir au sein de Clarion. Et là, ben, comme c'est une année comme ça, évidemment, il y a plusieurs autres sujets, puis ça va faire en sorte que, comme ça fourmille, ben, ils vont lui demander potentiellement son aide dans des sujets qui ne sont pas féminins. Et donc, ça va lui permettre de... N'est-ce pas? Bon. Ensuite, elle a connu Annie Sullivan, qui lui est un journaliste d'investigation officiellement, mais qui est encore travaille souvent en équipe. Là, il n'y a pas encore comme son nom pour les gros articles et qui, par hasard, va tomber sur un sujet, en fait, travaille sur un sujet in petto, qui est en lien avec potentiellement des fraudes financières en lien avec des assurances. Donc, il apprend ça un peu par la bande, puis il se lance là-dedans, mais il ne veut pas en parler à personne pour le moment. Et dans le fond, évidemment, ces deux personnes-là, qui sont des amis d'enfance, mais qui ne se revoyaient pas nécessairement, vont se recroiser et, ben en fait, leurs enquêtes respectives vont potentiellement, j'imagine, se croiser. Et ça va devenir de plus en plus gros. Ça va devenir une enquête qui va être à portée internationale, à portée politique potentiellement. Et les deux vont travailler un peu là-dessus. Donc, ça m'intéressait beaucoup. Donc, roman policier, mais avec vraiment un regard journalistique dessus. Donc, je l'ai commencé. À date, ça me plaît bien. Même en traduction, même en lecture d'accompagnement. Donc, c'est bon. J'ai déjà lu un Val McDermid, mais c'est sûr que ça ne doit pas être le style habituel là, de ce qu'elle fait. Donc, ma lecture en cours, ceci. Et j'ai reçu du courrier. J'ai reçu du courrier, puis j'ai fait le saut, c'est super drôle. Je ne comprenais pas pourquoi, donc j'ai reçu du courrier ici et qui vient, comme on peut le voir avec le timbre, qui vient de France. Puis je me disais, mon Dieu, mais qui m'écrit de France? J'ai de la famille lointaine en France, mais j'ai pas nécessairement des contacts assez... qui sont très, voyons, pas courants, pas communs. Ouais, ben en tout cas, bref, je suis pas en contact très souvent avec eux autres, fréquent. Bon, voilà. Et là, je vois à l'arrière un nom qui me dit quelque chose, mais je n'étais pas sûre. Puis finalement, ben, c'est mon courrier de Élise Book and a Cup. Donc, je fais partie de ces Patreon. Puis, dépendant du certain niveau, on reçoit comme une lettre de bienvenue. Je pense que c'est ça. Donc, je vais juste vous montrer. Je vais essayer de cacher l'adresse qu'elle avait mis pour la France. Mais regardez à l'arrière, elle avait mis quand même du washi tape. Automnal. Je sais pas, je l'ai peut-être pas focusé finalement à cause de ma face. Est-ce que ça va focuser? Oui. OK. Donc, je vais ouvrir ça avec vous. J'avais juste complètement oublié que ça faisait partie des contreparties. Donc, un washi tape qui s'enlève très bien. Alors, voilà. Ensuite, ben moi, j'ai pas de coupe papier, donc je vais essayer de pas tout détruire. Oupsie. Alors... Alors, c'est une carte comme ceci. Et qui est, cette fois-ci, You Are So Sweet. Avec un tournesol. Ah, c'est chouette. Donc, il y a un petit mot personnalisé avec un petit marque-page découpage. On va le voir. Très cute. Donc, merci Élise Book and a Cup. Je vais lire ton petit mot. Puis c'est une carte très bien décorée. Donc, voilà. Je fais partie de la bande maintenant. Donc, j'ai reçu ça. Bien heureuse. Alors, sinon, qu'est-ce que je pensais faire? Écoutez, il fait super beau aujourd'hui. Je devrais aller me promener, moi aussi. Mon copain est allé se promener. Mais je suis comme un peu fatiguée, puis je sais pas trop qu'est-ce que je dois faire. J'aurais un livre à aller chercher à la bibliothèque, à une autre bibliothèque. Oui, je sais, je suis comme abonnée à beaucoup trop de bibliothèques. Puis je me demande juste si je vais le chercher parce que j'ai tellement de livres en retard, entre guillemets, à lire de livres de bibliothèque que je me dis, peut-être que je vais le laisser passer à la prochaine personne, puis au pire, je le remprunterai une autre fois. Donc, j'aimerais ça peut-être aller me promener en voiture. Au pire, je vais continuer quand même la lecture de 1979. Sinon, il y a quand même Élise de A Book and a Cup qui, pour les Patreons, il y a un genre Read With Me cet après-midi. Donc, pourquoi pas. C'est juste qu'aujourd'hui, il annonce comme 23, il fait beau. C'est demain qu'il annonce la grosse pluie. Fait que là, je me dis, logiquement, je devrais aller profiter d'aller me promener. Mais je sais pas comment mon mindset va être. Donc, voilà. Ben, je vous reviendrai si jamais je fais des sorties. J'étais censée aller faire un gros projet aujourd'hui. J'étais censée aller à un salon du livre. C'est quelque chose que je fais rarement parce que je vous expliquerai si jamais j'y retourne. Mais comme je viens du milieu des librairies, la perception pour moi des salons du livre, en tout cas la formule qui est au Québec, c'est quelque chose que je trouve un peu particulier. Puis c'est trop de monde en même temps pour moi. Donc, c'est quelque chose que j'ai de la misère à gérer au niveau social. Mais je me disais que peut-être je pourrais aller à celui de l'Estrie.
mais c'est quand même vraiment loin de chez moi, donc je me suis réveillée ce matin, finalement j'ai décidé que ce serait peut-être pour une prochaine fois, donc on verra. Donc voilà où en est ma journée. Alors sur ces bonnes paroles super pertinentes, ben on se dit à tout de suite. Et bonjour vous autres. Alors, on est le lundi 20 octobre, je crois. Et ben voilà, je suis en congé. Et comme vous pouvez voir, j'ai fait un petit blitz de lecture parce que j'ai des livres qui sont en train de la bibliothèque. Oui, je sais, c'est assez rare, mais j'en ai. Et je vais aller finalement les porter aujourd'hui parce que hier, après vous avoir pris, j'ai eu une migraine terrassante. Donc, j'ai pas pu y aller. Donc, je vais aller aujourd'hui. Et ben, avant de les rapporter, je vais quand même les lire. Donc, dans les 4 que je vous ai montrés, finalement, cette BD-là, même si elle avait vraiment un bon potentiel, donc c'est ici, c'est Mobilis, Ma vie avec le capitaine Nemo. C'est un bon potentiel, mais je me suis rendu compte que c'était peut-être moins quelque chose que j'avais envie. Je vais essayer de voir si je suis capable de vous... J'avais peut-être moins envie de me plonger dans ce genre de saga-là. Donc, celui-là, je ne l'ai pas lu, mais c'est correct. Sur les 4, c'est pas si mal. Sinon, j'ai lu plein de petits trucs intéressants. Donc, tout d'abord, le 2e tome de la série Les aventures de l'équipe Pomme d'Isabelle Roxas. J'ai publié chez Bayard Canada et c'est celui-ci. Donc, Le dernier dodo. Et le 1er tome, je l'avais lu. C'est celui-ci. Donc, l'équipe de l'affaire tentaculaire. Donc, on va retrouver, c'est dans le fond, des aventures assez rocambolesques de 3 filles, Roberta, Ruby et Agnès, qui se sont rencontrées dans le 1er tome, qui sont des filles avec des caractères bien plantés, qui auraient voulu faire la nage synchronisée. Dans le 1er tome, il va arriver toute une aventure rocambolesque. Et c'est dans ce 1er tome-là que, bon, l'excuse de la nage synchronisée va faire en sorte que les 3 filles vont un peu découvrir une espèce de gros complot, manigance et tout ça, dont le chef en tant que tel s'appelle Steve, je crois. Oui, c'est ça. Et il dirige le chaos, C-A-O-S. Je me souviens plus si on a la description du criminel associé aux ordres de Steve. Donc, il dirige le chaos et évidemment, c'est un dodo. Donc un oiseau, dodo, qui dirige le chaos. Et c'est une entreprise qui vise à faire payer les humains parce que les humains ont détruit l'espèce de dodo, du dodo et de toutes sortes d'autres animaux. Donc, a priori, ça pourrait avoir l'air d'être semi-fondé, mais bref, voilà. Et dans le 2e, ce qui va se passer, c'est que, dans le fond, les 3 filles vont se retrouver encore une fois pour l'été, vont commencer à fréquenter le musée d'histoire naturelle, parce que la tante de Ruby travaille là, et on va annoncer, en fait, qu'ils ont trouvé, je pense, un fossile ou une partie d'un ancien dodo, justement, et ça va faire déclencher toute une réaction en chaîne, parce que là, Steve du chaos va mettre en place son plan, qui est de transformer tous les humains en dodo pour qu'il ne soit plus la seule personne et que les humains soient pris dans cette situation-là. Mais bien entendu, notre trio d'enfer a pas dit son dernier mot. C'est super intéressant. Les visuels sont vraiment chouettes. Ben, de toute façon, je vais vous les mettre, mais
Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bien évidemment, une bande de personnages fort agréables, fort comiques, avec des caractéristiques très rigolotes. Le livre est fait de façon à ce que ça puisse être lu de relativement indépendamment, tome 1, tome 2, mais en même temps, c'est sûr, c'est mieux si vous avez le tome 1. Mais ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est qu'ils vont nous faire des rappels, justement, des derniers tomes, mais de façon très subtile quand même et humoristique. Et ça fait pas plaquer, c'est pas nécessairement genre au début une espèce de récapitulatif ou comme vu dans le précédent tome, c'est vraiment bien intégré, ça fait tout à fait, en fait, on va le voir par les yeux du malfaiteur, qu'on va revoir un peu certains éléments et on va comprendre. Ça s'adresse à un jeune public, là, je dirais. C'est quand même assez, une BD assez, il y a presque 100 pages, puis il y a un découpage assez dynamique, je vous dirais. Quand même du texte, puis certains découpages originaux aussi, là, donc qui sont là. J'ai vraiment beaucoup aimé, non seulement évidemment les personnages qui sont sympathiques, le rythme qui est assez vif. Donc quand je vous dis que ça s'adresse à un jeune public, justement, tout ça est adapté. Le rythme est vif, les péripéties s'enchaînent. Et en même temps, on a quand même un petit quelque chose, une petite valeur, une petite réflexion potentielle sur évidemment l'impact de l'humain sur les animaux. Cela dit, évidemment, c'est jamais le tout en mettant pas en valeur le fait que de vouloir détruire les humains, c'est la meilleure chose, n'est-ce pas? Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai toujours plaisir à retrouver ces personnages-là. J'adore le visuel. C'est une traduction de l'anglais, mais je trouve que la traduction en français, ils ont quand même fait des jeux de mots. Il y a vraiment beaucoup de petites blagounettes dans les images, si on regarde comme il faut. Il y a des petits jeux de mots, des petits références, justement, à certains des personnages. Donc, je trouve que, oui, ça s'adresse aux jeunes, mais à la limite, si on le lit accompagné avec un adulte, on va quand même sourire. Donc, vraiment, cette série-là, si vous ne la connaissez pas, ça vaut vraiment le coup. Donc, c'est Les Aventures de l'équipe Pomme de Isabelle Roxas. Et en français, c'est chez Bayard. Sinon, j'ai lu un album qui était bien touchant, qui était celui-ci, donc Le Chant de la Grive. Je ne sais pas si je vais vous le mettre sans qu'on voit ma face. Ouais. Le Chant de la Grive de Martine Arpin et José Bisaillon. C'est publié chez Deux. Et dans celui-ci, ben c'est ça, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est un album qui se concentre sur l'intimidation et le harcèlement. Ce que je trouve intéressant, c'est que cet album-là s'adresse vraiment à un public plus jeune. Je dirais que c'est du préscolaire, peut-être début primaire. Et on va être, pendant une bonne partie en fait, presque tout l'album, on va être un témoin un peu omniscient de quelque chose, c'est-à-dire qu'on va voir les répliques de l'intimidateur, on va voir l'impact que ça a dans l'image sur la personne, l'enfant intimidé. Puis ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, bien, premièrement, c'est la structure répétitive, donc ça stimule évidemment, disons, des réactions chez le lecteur en se disant, mais voyons, il va-tu s'arrêter? Donc c'est vraiment bien construit, je trouve, au niveau de la narration. Les visuels sont extraordinaires. Je trouve des doubles pages. Je trouve que l'impact est majeur, justement, parce qu'on a seulement les paroles en gros, puis les doubles pages qui sont là, qui nous rentrent dedans. Et ce que j'ai trouvé, c'est que la résolution, en fait, je trouve ça intéressant que la résolution ne repose pas exclusivement sur la personne intimidée devrait réagir ou devrait demander de l'aide. Dans ce cas-ci, finalement, c'est les autres personnes qui sont autour et qui sont témoins de l'intimidation qui vont réagir, ce qui va finir par donner une certaine force à la personne intimidée qui va retrouver le courage de réagir. Et je trouve que ça, c'est intéressant. Oui, c'est sûr qu'il faut quand même que la personne intimidée puisse demander de l'aide et tout ça, mais je trouve ça intéressant aussi de dire, ben c'est aussi la responsabilité des gens qui sont autour de ne pas laisser ça passer sans réaction. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire-là. Et puis, je trouve ça intéressant, comme je vous dis, que ça s'adresse à un public un peu plus jeune. Donc, ça a été assez simplifié pour qu'on comprenne bien une structure répétitive. Puis, on comprend bien aussi la notion de communauté. Mais oui, c'est un peu un livre-outil, mais à cause du visuel de José Bisaillon, c'est tellement agréable à consulter, agréable à déguster, que on dirait que cette leçon de vie-là, elle passe avec beaucoup de, je sais pas, de douceur et de fluidité. Et sinon, ben mon coup de cœur total, je l'avais déjà lu, il me semble. Je suis même pas sûre. Ça se peut que j'en ai déjà parlé, mais c'est pas grave, là, parce que je l'ai peut-être lu en anglais, je me souviens plus. Mais c'est Inondé. Donc, c'est l'album Inondé de Mariajo Illustrajo ou Mariayo Illustrayo, je ne sais jamais. Donc, qui fait le texte et les illustrations, c'est publié chez Les Malins.
Et on est cette fois-ci dans une histoire vraiment comique et on est encore justement dans une histoire où il y a énormément de détails dans les illustrations avec beaucoup d'humour. Mais bref, c'est l'histoire d'une ville qui commence à être inondée de plus en plus. Puis plus ça va aller, puis les gens au début sont comme, ils commencent à être inondés, mais tu sais, la plupart des gens vont s'arranger pour en souffrir de moins en moins. Non, pas en souffrir de moins en moins, mais ne pas en souffrir. Sauf que plus ça va, puis plus on se rend compte qu'il y a des inégalités dans la capacité des gens à ne pas en souffrir, parce qu'il va y avoir, on est dans une ville où il y a juste des animaux. Alors, les animaux très grands, évidemment, ces animaux-là, eux autres auront moins de difficultés à gérer tout ça. Les animaux tout petits, eux autres sont rapidement dépassés par la situation parce que le niveau de l'eau monte. Puis, il va falloir qu'on en arrive à un moment où tout le monde est sous l'eau pour que, éventuellement, on finisse par dire, ben il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Puis, dès le départ, il y a une créature qui va nous faire savoir que elle essaie d'interpeller les gens pour dire, hey, mais je. Puis à chaque fois, elle se fait interrompre par le flot de la vie, puis les gens qui sont comme, ah non, mais c'est juste un peu d'eau, blablabla. Et c'est cette créature-ci. Donc, voilà. Je ne sais pas si on la voit vraiment bien. Ouais, c'est cette créature-ci. Et dans le fond, à la fin, finalement, les gens vont finir par écouter cette créature-là qui va avoir une solution assez saugrenue. Je vous laisse la découvrir. C'est vraiment excellent. Bien entendu que c'est une analogie sur que ce genre de problématique-là, bien évidemment, on pense au changement climatique, là, clairement. C'est une situation où les gens attendent trop souvent d'être complètement dans une situation, ne plus pouvoir s'en dépêtrer pour réagir, alors qu'il y a eu des lanceurs d'alerte vraiment tôt, et que la solution ne réside pas en une seule personne qui fait une seule action, mais bien dans la coopération pour essayer justement de faire en sorte que la solution arrive. Et évidemment qu'il y a des petits clins d'œil aux inégalités de réaction à ces problématiques-là. Dans ce cas-ci, c'est représenté par la hauteur des animaux, mais ça pourrait être, par exemple, ça peut faire référence, en fait, ça fait référence potentiellement, j'imagine, à tous les gens qui n'ont pas accès à toutes les ressources pour s'en sortir, des gens qui ont socio-économiquement sont moins outillés ou qui ont moins de connaissances pour réagir, ou que leur contexte géographique ou sociopolitique ne leur permet pas de réagir aussi efficacement que ceux qui, dans le livre, sont plus grands, mais donc, dans la vie, ont plus de possibilités, disons, de réaction. Donc, ça, pour moi, c'est un coup de cœur. C'est pas nouveau. Si vous ne l'avez pas lu, c'est un coup de cœur total. C'est quelque chose que tout le monde devrait avoir à la maison. C'est super savoureux. Je ne sais pas si je vais vous en montrer au moins une, mais justement, le moment où il y a comme un moment de déni, ça se passe dans un musée, mais c'est ça ici. C'est vraiment drôle. Voyez-vous tous les petits commentaires? C'est les petits commentaires qui sont vraiment comiques. Puis juste pour vous dire, à l'avant, ici, on a comme les deux kangourous qui échangent. Puis il y en a un ici qui dit je vous l'avais dit, la tendance est à l'art humide. Puis, parce que dans le fond, toutes les talos sont en train de se mouiller et tout ça. Mais c'est excellent. La façon dont les petits animaux aussi ont à trouver une solution pour s'en sortir. Ils se mettent un bocal sur la tête pour que ça fasse comme une espèce de scaphandre. C'est excellent. Je le relirai 1000 fois, je pense, puis je trouverai encore des choses que j'ai pas trouvées, que j'avais pas encore vues dans les illustrations. Mais vraiment, c'est un petit bijou. Donc, si vous ne l'avez pas encore lu, allez-y. Si vous ne l'avez pas encore sur la main, procurez-vous-le. Je pense que c'est paru, ça fait un certain temps. Oui, 2022. Donc, voilà. Donc, c'était ma dernière lecture de mon blitz de lecture de bibliothèque, mais c'est vraiment mon coup de cœur. Donc, ben voilà. Alors, écoutez, sans plus tarder, je vais me dépêcher à aller rapporter tout ça à la Bibli pour ne pas me faire trop chicaner. Surtout pour ne pas faire priver les autres personnes qui attendent après mes livres. Et ben, je vous reprends quand je peux. C'est-à-dire que vous avez vu la critique de tout le monde, le livre n'a plus aucun intérêt. Et des fois, je me dis, bon, est-ce que ça vaut encore le coup? En tout cas, je vais vous le mettre aujourd'hui. Et si jamais ce genre de livre vous dit que ça ne vous intéresse pas, eh bien, on changera notre fusil d'épaule. Bonjour aux autres. Alors, on est le mercredi 22 octobre, pause midi. Même si la luminosité n'est pas super top, il fait super gris, il pleut dehors, donc j'ai de l'éclairage artificiel, mais on est dans le milieu de la journée. Mais bon, je voulais quand même vous parler parce que
Hier, j'ai terminé sur la pointe des orteils, le souffle court, le fameux 1979 de Val McDermid. C'est publié ici chez HarperCollins Noir. Je l'ai terminé en papier. Oui, en papier? En papier, oui. Ou en numérique, peu importe. Bref, je l'ai terminé, mais je voulais pas m'endormir tant que j'avais pas terminé. Et ma foi, j'ai été vraiment prise par l'intrigue, prise par l'histoire, mais la fin m'a comme déçue. En fait, ça se termine pas. Donc, je sais pas s'il y a déjà un deuxième tome qui s'appelle 1989. Je sais pas si ça va être... On va apprendre quand même quelques détails sur la conclusion. C'est comme si on nous mène à un climax de tout proche de boucler toutes les boucles. On a déjà une bonne partie des informations, mais ça se conclut pas. Alors, c'est ce qui a fait que potentiellement, c'était pas nécessairement un coup de cœur, mais sinon, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'était une plume de Val McDermid que je suis pas une spécialiste de Val McDermid. J'en ai lu un, mais c'était pas du tout le même genre. C'est dans la série des Karen Peary. Je sais pas comment on prononce son nom. Et on était plus dans le glauque et tout. Là, vraiment, on est dans une histoire qui nous rappelle beaucoup. D'ailleurs, c'est ouvertement un peu ça le but, parce que l'héroïne et le héros font souvent référence à ça, mais ça rappelle un peu le principe de All President's Men. Donc, c'est vraiment un classique d'enquête de journalisme d'investigation qui vont, a priori, pas nécessairement être en lien dès le départ avec des morts, mais bien plus avec des fraudes, des mouvements politiques et tout ça. Et dans ce cas-ci, on va être vraiment en 1979 avec un contexte particulier en Écosse, qui est un contexte politique particulier où il y avait vraiment beaucoup de remous en regard du souhait d'indépendance de l'Écosse versus le souhait de ceux qui veulent rester avec la Grande-Bretagne. Et on est déjà encore dans l'Irlande du Nord avec l'IRA, donc c'est pas que ça a rapport, mais vous allez voir, ça a un certain rapport. Vous allez voir si vous le lisez. Donc, on est dans ce contexte-là. On est aussi dans un contexte social, comme je vous disais, où la femme n'a pas beaucoup sa place, mais où finalement on aborde d'autres sujets par la bande, dont, entre autres, le fait qu'en Écosse, à cette époque-là, l'homosexualité était encore illégale. Donc, on pouvait encore avoir être condamné pour cette orientation sexuelle-là, qui était à l'époque considérée comme une perversion, même si c'était pas du tout le cas. Mais bon, donc on est dans ce contexte-là. Ça va avoir un certain impact sur le déroulement des choses. C'est vraiment bien bâti, je trouve. Le fait qu'on va avoir quand même des multiples points de vue, parce qu'on va suivre potentiellement quand même les deux protagonistes principaux, donc Allie Burns et Danny Sullivan. On va surtout avoir un cours 101 de comment fonctionne un journal. Dans ce cas-ci, c'est plus comme un journal qui fait beaucoup dans le fait divers, donc on est vraiment plus là-dedans que, disons, dans un journal plus intellectuel. Mais vraiment, tu sais, salle de rédaction, les guéguerres à l'interne, la dynamique des sources, de la nécessité de les garder anonymes, même si des fois, légalement, c'est plutôt compliqué. La dynamique aussi de se faire un réseau de contacts quand on travaille en journaliste pour avoir accès à des informations alors que les autres les ont pas. Mais c'est toujours un peu délicat de comme embarquer sur la mince ligne entre avoir des sources, mais ou alors s'acoquiner ou faire trop de deals pour tout ça. Est-ce que la fin justifie les moyens? C'est super bien bâti. Comme je vous dis, la seule chose, j'ai quasiment crié dans mon lit, mais j'ai pas crié parce que mon copain dormait. Cette non-fin, ça m'a vraiment contrariée. Ça m'a contrariée parce que c'est vraiment un roman, comme je vous disais, qui est bâti sur journalisme d'enquête, donc on est vraiment dans le mode journalisme d'investigation. Puis, en même temps, même si je comprends que c'est une dynamique de journalisme, puis qu'en fait, on nous a laissé à un moment où, techniquement, tout ce qui concerne le journalisme est bouclé. Mais tout ce qui concerne la justice, l'est pas. Puis ça, c'est difficile comme lecteur, parce qu'on est habitué, potentiellement, c'est un roman policier, mais en même temps, c'est un peu comme c'est un thriller de journaliste d'investigation. Donc, c'est correct qu'on ait donné ce point de vue-là. J'imagine que c'est ça que l'autrice a visé un peu comme idée pour vraiment nous immerger dans ce milieu-là. Mais c'est frustrant comme lecteur d'arrêter cela parce qu'on est tout près. On voudrait savoir que ça se termine
positivement ou pas, ou qu'il y a des problématiques légales ou pas, ça serait correct. C'est juste que on nous laisse, alors que dans le fond, le travail de journalisme est comme relativement bouclé, puis que le restant, ça va suivre son cours, puis qu'on saura bien qu'est-ce qui va se passer. Cela dit, ce qui est un peu troublant, c'est que dans la suite des choses, il peut aussi avoir des conséquences pour les journalistes. Donc, on aborde aussi cette partie-là que souvent avec des grands pouvoirs. Ça sort en 1979, mais on sent que on pourrait même faire exactement un parallèle direct avec ce qui se passe au sud de la frontière, dans le sens où dans une dynamique où quand un pouvoir, entre guillemets, ou des gens influents se retrouvent mêlés à des choses en raison d'une enquête journalistique, bien évidemment qu'après ça, le réflexe va être de ces personnes-là de faire une poursuite potentiellement, donc par des poursuites légales, bien que les journalistes sont relativement protégés, il y a quand même potentiellement des conséquences qui peuvent arriver. En vrai, c'est cette partie-là que j'aurais voulu savoir aussi, savoir qu'est-ce qui va se passer et tout. Bon, cela dit, j'ai trouvé que l'écriture de Val McDermid était vraiment intéressante. Il y avait un enchaînement des chapitres qui était assez rapide, qui nous donnait un rythme qu'on pouvait pas vraiment faire en sorte de ne pas se sentir complètement pris par l'intrigue. J'ai bien aimé les personnages. Les personnages sont... on est un petit peu quand même dans un peu les archétypes, mais j'ai quand même trouvé qu'il a joué dans les nuances suffisamment pour que soit on s'attache aux personnages ou qu'on les prenne en grippe, mais qu'on comprenne quand même que leur contexte n'est pas en 2 dimensions. Puis c'est vraiment un travail assez intense de bien comprendre le milieu journalistique de cette époque-là en Écosse. Et juste pour ça, pour moi, ça m'intéresse. C'est pas un roman historique, mais c'est presque un roman historique. C'est un roman historico-politique. En fait, c'est du journalisme d'investigation. Puis en fait, c'est un roman policier. Donc, c'est vraiment un mélange de genres. J'ai beaucoup aimé ça. Comme je vous dis, c'est juste que la fin m'a déstabilisée. Mais, si jamais vous voulez, c'est du Val McDermid vraiment différent de ce qu'elle fait habituellement. Mais si le côté un peu, justement, journalisme, mais aussi très sociopolitique vous intéresse, ça peut vous plaire. Si ce que vous recherchez, c'est des journalistes qui font des enquêtes sur des crimes, fraude, mais plus crime sur la personne, ça sera pas nécessairement ça. Bon, il y a quand même... On s'entend, là, dans des enquêtes comme ça, il y a toujours des dommages collatéraux, entre guillemets, malheureusement, qui vont toucher des humains, là. Mais ça reste que c'est moins ça. Fait que juste vous dire que c'est peut-être pas ça l'angle nécessairement qui va être abordé là-dedans. Mais sinon, excellente lecture. Voilà. Et sans plus tarder, je vais commencer un autre roman. Là, je fais vraiment un blitz parce que je suis en train de faire justement la préparation pour mon animation de l'hiver, puis j'essaie de bien m'imprégner des potentielles lectures, puis de voir si ça peut le faire ou pas. Et j'ai décidé d'essayer de lire mon premier Olivier Bal, donc qui est ici L'affaire Clara Miller, donc d'Olivier Bal, ici dans l'édition chez XO Éditions. C'est quand même une bonne brique. Fait que je sais pas si ça peut rentrer dans mes critères, mais j'aimerais ça l'essayer. Je sais que c'est dans les... Ça fait longtemps quand même, c'est paru, je pense en 2020. Je crois que c'est dans les premiers, je sais pas si c'est son premier, mais que c'est dans les premiers d'Olivier Bal, puis que c'est pas nécessairement typique de sa plume, c'est ce que j'ai lu, mais il y a certains critères qui peuvent faire en sorte que ça peut fonctionner. La 4e de couverture. Son cadavre est remonté, comme celui d'autres femmes à la surface de l'eau. 6 au total. Là-bas, dans les forêts du New Hampshire, le lieu maudit porte un nom, le lac aux suicidés. Clara Miller était journaliste, comme Paul Green, le reporter du Globe qui débarque sur l'affaire. Il avait connu Clara étudiante et ne croit pas un instant à la thèse du suicide. Un homme l'intrigue. Mike Stilth, l'immense rockstar retranché à quelques kilomètres de là, à Lost Lakes, dans un manoir transformé en forteresse. L'artiste y vit entouré d'une poignée de fidèles, dont Joan Harlow, redoutable attaché de presse, qui veille sur son intimité et se bat comme une lionne dès que l'empire Stilth est attaqué. Mais Paul, lui, a tout son temps. Dans sa vieille Ford déglinguée, il tourne inlassablement autour du domaine, avec cette question. Ici, du manoir, la route menait directement au lac. J'imagine que vous avez un peu saisi, finalement, éventuellement, c'est quoi la fameuse thématique que j'essaie d'aborder pour mon animation cet hiver. Je l'ai commencé, cette fois-ci, je le lis en livre audio. Donc, c'est chez Lizzie. Je vais vous mettre la vignette parce que je me souviens pas, il y a 2 interprètes. Ce que j'ai vu dans les débuts, c'est que ça commence dès le départ avec une narration à multiples points de vue et à la première personne. Ce
qui n'est pas toujours le cas dans les romans policiers. Donc, bon, voilà, ça commence. Le ton, je ne sais pas si c'est le fait que ce soit un narrateur qui le fait, puis ça met de la phase là-dessus, mais c'est sûr que j'ai toujours un peu mes réserves quand c'est un auteur français qui écrit un roman qui se passe aux États-Unis, dans un contexte plutôt particulier, puis là encore plus de la musique rockstar et tout ça, et qui va mettre un peu de l'argot très... En tout cas, la manière que c'est narré comme c'est au jeu, à date, les personnages, ils aiment beaucoup s'entendre parler, disons. Mais je ne sais pas si c'est juste l'effet de la lecture audio ou c'est la plume aussi. En même temps, je comprends que ça va peut-être pas être un roman où on s'attache tant que ça au personnage. Le personnage à date de Paul, le journaliste, il a l'air assez blasé, assez... bon, jusqu'à maintenant, il est un peu quand même imbu de lui-même. Puis évidemment que la rockstar... hein, c'est pas que liable. Mais j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner. Donc, je vais l'écouter en audio. Je l'ai quand même en livre numérique puis en livre papier. Je prends pas de chance. Puis, ben, je vous en parle dès que je l'ai terminé. Ça risque d'être mon autre roman pour le vlog. Si j'ai d'autres lectures entre-temps, je vous en parlerai, mais ça se peut que ce soit ça, ma concentration de lecture pour cette semaine. Alors, voilà, c'était mon segment du midi en mode éclairage d'automne. J'espère que ben, vous, entre-temps, ça se passe bien de votre côté. Puis nous, on se revoit tout de suite. Hey, bonjour vous autres. Alors, me revoici en mode studio mobile, pause repas. Nous sommes le jeudi 23 octobre. Oui, je ne sais pas pourquoi j'ai oublié. Aujourd'hui, au Québec, première fois de la grande lecture partagée, qui est un mouvement national où on essaie de mettre en valeur le plaisir de lire, tout en soulignant les différentes façons d'apprendre. Donc, c'est mis de l'avant par des instituts qui sont en lien avec les troubles d'apprentissage. Mais je sais qu'il y a des choses qui sont un peu comme ça, comme initiative ailleurs, mais je suis contente qu'on ait ça au Québec. Donc, aujourd'hui, c'est la journée où on lit et on enregistre le nombre de minutes qu'on lit. Puis là, nationalement, on va avoir un total. Donc, ça va être bien excitant tout ça. Voilà. Alors, je me suis dit, pourquoi pas vous en parler? Parce que depuis hier, j'ai abandonné finalement le Olivier Bal. J'étais pas capable. J'étais pas capable du tout. Je trouvais les deux personnages principaux, ben, le personnage principal plus un personnage qui avait l'air important, complètement imbuvable. Je me doute que c'est des personnages, mais j'avais vraiment surtout l'impression que on naviguait un peu comme l'inquiétude que j'avais, c'est-à-dire que c'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver pour des auteurs qui vont écrire, particulièrement des auteurs français qui vont écrire sur les événements qui vont se passer un peu dans le passé aux États-Unis. Il y a comme on dirait, dans certains cas, une approche qui est en mode un peu stéréotype, vraiment, qu'est-ce qu'on peut avoir comme idée préconçue sur comment se comporte tel type de personne dans tel contexte. C'est marqué quand même. Puis là, dans ce cas-ci, ça m'a fait complètement décrocher. Ça m'arrive de ne pas aimer des personnages, il n'y a pas de souci, mais là, c'était que c'est même la plume. Ça faisait très argot français franchouillard, ce qui est bien correct. C'est un français qui a écrit, mais ça, pour moi, ça collait pas du tout avec le milieu où c'était. C'était pas une traduction, donc je ne peux même pas me dire que c'était la traduction qui était problématique. Et j'avais pas envie de lire. En même temps, je sais que c'est quand même, je pense que c'est dans les plus premiers, en tout cas, pas le premier, mais dans les premiers livres qu'Olivier Bal a écrit. Donc, n'hésitez pas à me dire si c'est différent dans les autres. En même temps, le contexte est différent parce que je pense que ça ne se passe pas aux mêmes endroits. Puis si oui, qu'est-ce que vous me conseillez de lire d'Olivier Bal? Là, dans ce cas-ci, c'était pour un projet particulier. Donc, malheureusement, ça ne pourra pas fonctionner avec ce titre-là parce que je ne me vois pas le proposer en lecture. J'ai l'impression que ça risque peut-être d'accrocher aussi certains lecteurs, en fait, de ce côté-ci de l'Atlantique. Mais bon, c'est pas grave, j'ai essayé. Par contre, je me ferme pas complètement la porte à Olivier Bal. Si vous me suggérez des titres, parce que là, je sais plus trop, là, je suis un peu découragée, mais c'était peut-être un genre, un type d'écriture qui était vraiment différent de ce qu'on aurait pu, ce qu'on peut retrouver dans ses prochains ouvrages. Donc, gênez-vous pas. Ce que j'ai fait finalement, c'est que je me suis rabattue sur une valeur sûre en termes d'auteur puis en termes de qualité d'écriture. Et c'est Peter May, sans surprise. Parce que oui, Peter May a écrit en 1981, puis là, je ne sais pas celle-là si c'est la traduction de l'original, parce qu'il a été révisé en anglais, ce livre-là, mais il a été publié en 1981, ce livre-là, alors que Peter May était encore... Ouais, je pense que c'était traduit en 2019, donc peut-être que c'était une version révisée, mais c'est basé sur les écrits originaux de 1981. En anglais,
le texte a été un peu retravaillé par l'auteur, juste pour peaufiner un peu, sans gros changements majeurs. Mais c'est ça, un livre qui était écrit en 81, alors que l'auteur, je finis par retrouver mes billes, était journaliste à ce moment-là, en Écosse, je crois. Et ça se passe étrangement encore en 1979. Donc, je pense que la thématique de voyons, je vais dire, de mon vlog cette semaine, ça va être 1979. Et ça se passe à Bruxelles, mais ça met de l'avant un journaliste qui est écossais. Donc, je sais pas si... ouais, je pense que je vais la première partie de la quatrième de couverture qui est sur la version française. Donc, je vais vous la montrer quand même. Là, c'est La petite fille qui en savait trop. Moi, finalement, absolument, je vais les lire en français. Mais là, comme j'ai pas réussi à trouver de version audio en français de ce livre-là, puis que Peter May, sa plume est tellement chouette, je pense en traduction quand même, je vais me permettre de l'écouter en version originale, en anglais, lu par Peter Forbes, qui est comme un narrateur excellent. Alors, je suis vraiment désorganisée. Mais me voici avec la quatrième de couverture, en tout cas en partie. Bruxelles, 1979. Alors que Neil Bannerman, un journaliste d'investigation envoyé par le Edinburgh Post, découvre les us et protocoles de la jeune communauté européenne, un homme de tout autre calibre arrive lui aussi du Royaume-Uni. Ancien combattant des forces armées britanniques, Cale est devenu un tueur professionnel redoutable. Et s'il a rejoint le continent, c'est pour une exécution. Un crime qui serait parfait si une étrange petite fille, incapable de parler ni d'écrire, mais extraordinairement douée en dessin, en était le témoin. Tania saura-t-elle donner un visage à l'assassin de son père? En aura-t-elle le temps? Quand même. Puis là, on suit encore une fois la vision d'un journaliste dans un contexte politique qui est différent. Ça se passe en 1979, mais c'est le moment où, justement, il y avait les fameux premiers pourparlers pour la création de l'Union européenne. Donc, pourquoi pas? Puis là, écoutez, ça me tente. Je l'ai commencé en écoute, puis c'est tellement bien écrit, Peter May, que ça fait du bien. Donc, je vais voir. C'est un livre en français qui fait 380 quelques pages, donc pas trop long. Donc, je vais m'y mettre. Puis, ben, ça va être la dernière lecture sans doute de ce vlog-ci. Donc, je vous en parle quand je vais l'avoir terminé. Mais j'en sais vraiment comme me remettre dans des pantoufles parce que c'est tellement un écrivain qui a sa plume, hein? Bon. Alors, voilà. C'est sûr que là, la transition, le choc était très grand après le Olivier Bal, qui était peut-être juste pas pour moi, là. Je veux pas nécessairement faire du bashing, là, mais c'est juste pour moi. Ça fonctionnait pas pour moi. Il y en a peut-être d'autres qui fonctionneraient avec moi, mais même le style d'écriture, le genre de plume qui était proposé dans ce cas-ci, ça m'a fait grincer des dents. Donc là, je reviens à quelque chose de très bien construit, très bien écrit. Après Val McDermott, pour lequel c'était aussi le cas. Bon, comme je vous dis, la fin, je suis encore dubitative, mais on va voir comment il va, lui, nous proposer. Ce qu'il va nous proposer, Peter May, avec un contexte historique presque similaire, même si ce n'est pas les mêmes aspects qui sont visités. Mais ça reste quand même un journaliste qui va mener l'enquête. Donc, est-ce que ça va encore être le même genre de résolution que je vais avoir? Mystère et boule de gomme. Alors, sans plus tarder, ben, à tout de suite! Bonsoir. Alors, on est le samedi 25 octobre. Alors, in extremis, je viens de terminer. On est en soirée, en fait, comme vous pouvez le voir. C'est version pyjama pour la recension de ce soir. Et je viens à peine de terminer l'écoute, en fait, la lecture audio du fameux Peter May, donc, qui s'intitule en anglais, donc version audio, The Man with No Face. De Peter May, donc, et c'est chez, je crois que c'est River Run qui a fait la version audio, et c'est lu par l'incroyable Peter Forbes, qui est en voie de devenir un de mes narrateurs préférés en anglais. Et en français, pour rappel, c'est La petite fille qui en savait trop. Ici, en grand format, publié chez Rouergue Noir. Et ma foi, c'était un complet coup de cœur. C'était parfait. C'est exactement ce dont j'avais besoin. C'est exactement ce à quoi je m'attendais d'un roman policier dont les enquêteurs principaux sont des journalistes. Un journaliste d'investigation. Mais c'est vraiment à la Peter May. Donc, ce qui m'a marqué, c'est que comme dans tous les Peter May, on prend toujours bien le temps d'installer un peu le contexte. Dans celui-ci, en tout cas, on a une alternance de narration.
dont une narration qui est faite par la fameuse petite fille qui en savait trop, donc la jeune fille qui souffre pas souffre, mais en fait vit avec un trouble du spectre de l'autisme, et qui est une non-verbale. Donc, on est dans sa tête. Puis on vit ses émotions, sa perception du monde, sa perception du monde et qui est tout à fait juste et vraiment qu'une grande acuité, mais son incapacité à communiquer autrement que par le dessin. Donc, ce point de vue-là, j'ai trouvé super pertinent, vraiment bien fait. Puis je vous avais parlé qu'il y avait eu une révision du texte par Peter May dans la version anglophone et qui avait été faite en 2018. Et ben, je vous confirme que dans la version ici en français, il y a aussi une note au lecteur qui est au début et qui indique que c'est un texte retravaillé. Donc, j'imagine que la traduction française a été faite à partir de la version retravaillée donc de Peter May en 2018. Donc, pour revenir à mes moutons, super intéressant, comme je vous disais. Donc, mise en contexte un peu plus bien en chair, entre guillemets. Là, vraiment, c'est évidemment, on va voir aussi un pays qui est la Belgique dans les yeux d'un exilé, donc de Neil Bannerman, qui est un journaliste écossais à qui qu'on oblige à aller à Bruxelles pour s'occuper un peu vraiment de la scène politique, mais vraiment parce qu'en fait, on veut s'en débarrasser parce qu'il y a eu des changements de direction dans le journal où il travaille. Donc, ce qui est intéressant, c'est que on va avoir des points de vue de gens qui sont vraiment... La plupart, il me semble que la plupart, ce sont, à quelques exceptions près, la plupart, ça va être des expats. Donc, qui sont là, qui sont liés au monde des médias, diplomatie, politique. Donc, des expats, soit anglais, écossais, même on a un duo d'Américains qui vont croiser le chemin, un couple américain un peu fantasque, qui vont croiser le chemin, de notre personnage principal et qui vont finalement avoir un certain impact quand même au bout du compte à travers l'histoire. Donc, on a toutes sortes de monde, mais c'est vrai que c'est plus des points de vue d'expats sur un pays qu'ils ne connaissent pas nécessairement. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant, tout en ayant quand même un point de vue de gens qui sont là, qui sont sur place. Évidemment, c'est un roman qui allie intrigue bien tissée et dans ce cas-ci très complexe parce que quand même très politique avec le contexte qu'il y avait là. On comprend tranquillement que finalement, ce sera peut-être pas aussi tranquille que prévu pour le journaliste et qui s'avère être, semble être un règlement de compte entre peut-être personnes qui font du chantage, va finalement avoir des ramifications un peu plus importantes potentiellement que ça. Mais malgré tout, on retrouve le talent de Peter May de créer des personnages qui sont en 3 dimensions auxquels on croit, qu'on n'arrive jamais à mettre juste dans une case unique de cette personne est bonne ou mauvaise, qui nous fait toujours douter sur nos propres convictions, à savoir mais qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal, auquel on s'attache particulièrement vraiment le trio entre guillemets indirectement principal de Neil Bannerman et de la jeune fille qui en savait trop. Qui s'appelle Tania, et d'une personne qui s'occupe d'elle, entre autres, de temps en temps, qui s'appelle Sally. Ce trio-là est super intéressant, super humain, malgré le contexte qui les entoure, malgré le danger qui est là, qui est très présent, et la différence avec les autres Peter May, où habituellement, l'endroit où ça se passe, comme en tout cas dans la trilogie de Lewis, devient un personnage à part entière, donc il y a quand même beaucoup de descriptions. Dans celui-ci, il y en a quand même. On décrit, disons, des ambiances d'endroits qui vont pouvoir nous aider à mieux comprendre les sentiments des personnages, puis un peu le déroulement de l'action. Donc ça, c'est quand même présent. Une espèce de côté de on prend le temps de vous plonger un peu dans le bain, puis après ça, on s'en va. Sinon, ben, ça reste quand même relativement, disons peut-être pas haletant, mais plein de rebondissements. Et on n'est pas dans un cours de journalisme 101, un peu comme j'ai peut-être un peu reproché finalement, entre guillemets, au Val McDermott que j'ai lu au début du vlog, d'être un peu ça, un cours de salle de rédac 101. Dans celui-ci, c'est sûr qu'on va quand même comprendre c'est quoi la dynamique dans un journal, des nouveaux arrivés, les restructurations, les gens qui ont un gros ego, qui dérangent, qu'est-ce qu'on fait, l'urgence de sortir la nouvelle, que malgré la conscience de l'impact que ça peut avoir, il y a quand même toujours un peu le côté de oui, on a une éthique en tant que journaliste, mais en même temps, on veut quand même sortir la nouvelle. Puis là, ben, c'est vraiment l'histoire d'un journaliste qui
qui est bien reconnu pour faire des bonnes histoires d'investigation, puis qui est vraiment déterminé, puis qui va jusqu'au bout, puis qui est relativement, en anglais, j'ai ruthless. Je vous mettrai la traduction si ça ne vient pas pour le moment, mais qui, au bout du compte, a quand même une grande sensibilité finalement, puis ça va jouer beaucoup dans ce livre-là. Ça va pas l'amener à avoir des billets, mais ça va l'amener à avoir des réactions auxquelles on ne se serait peut-être pas attendu d'un journaliste d'enquête dans un moment comme ça. Et puis c'est ce qui fait que ça le rend un peu plus humain, c'est ce qui fait que nous, comme lecteurs, on se dit OK, quand même, ça, c'est pas juste non plus une histoire de je veux avoir le scoop du siècle. Il y a une conscience, puis il y a des choses qui sont un peu plus grandes que lui qu'il va falloir dont il va falloir qu'il tienne compte. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça demeure un personnage qui est 100% authentique. Il est un journaliste, il a son éthique, et même s'il court après les nouvelles, entre guillemets, ben, il ne se laissera pas influencer nécessairement par toutes les pressions, surtout que là, on est vraiment dans un roman d'enquête politique, potentiellement. J'ai adoré ça. Il y a même une fin qui n'est pas complètement bouclée, mais qui est vraiment plus bouclée que dans le Val McDermid. Donc, c'est possible d'avoir un roman policier mené par un journaliste et dans lequel on va sentir quand même la notion de celle de rédaction, puis comment ça fonctionne dans le journalisme, et que les choses soient relativement bouclées. Il y a même un petit côté pour la petite fille un petit peu romantique de mon côté là, qui va être là, mais sans que ça ait pris toute la place. Et je peux vous dire que c'est un roman où le danger guette le personnage principal puis les personnes impliquées de façon assez impressionnante. Puis c'est assez dur quand même. Donc, mais c'est pas, on est vraiment dans les dangers en mode course-poursuite, mort violente, mais genre avec arme à feu et tout. Là, donc, c'est pas nécessairement. Bon, il y a quelques descriptions un peu, là, mais on n'est pas non plus là-dessus. Donc, je pense que si jamais vous avez un petit peu peur de ça, c'est un livre parfait parce que c'est bien dosé. Mais je sais pas quoi dire. Je viens juste de le finir, fait que c'est trop proche, mais note parfaite pour moi. Donc, comme d'habitude, Peter May, écriture savoureuse et habile, personnage crédible, intrigue incroyablement bien ficelée. C'est sûr que comparé à un roman policier, quand c'est un roman qui est mené par un journaliste, une enquête qui est menée par un journaliste, on sent les choses venir, mais c'est comme normal parce qu'on est dans la peau d'un journaliste, puis on est à l'affût justement des pistes pour faire les liens. Fait que je pense vraiment que ça change la façon qu'on a comme lecteur de lire ou de décoder un roman policier. C'est comme si ça ne nous dérange pas d'avoir. On est comme fiers presque de recevoir un peu d'informations comme si on était un journaliste à l'avance pour essayer de faire des liens. Mais malgré tout, je n'ai quand même pas tout vu venir. Je me doutais un peu de peut-être certaines ficelles qui étaient tirées parce que c'est quand même quelque chose qui a un grand, disons, un grand spectre d'action. Je ne sais pas comment l'expliquer. Le tissage est large, disons, par rapport aux personnes impliquées. Mais c'est ça. Donc, ça, oui, en effet, c'est vrai que c'est une intrigue qui est différente des autres Peter May, où on est vraiment plus dans un roman policier plus traditionnel, disons. Mais j'ai aimé vraiment le dosage aussi qui nous donne d'indices, les moments de révélation qui, on sent sont des moments de révélation, mais on n'a pas l'impression qu'il a fallu qu'il en place plusieurs. Puis oui, on est conscient à un moment donné que c'est potentiellement une révélation, mais on la perçoit pas comme OK, l'auteur est rendu à nous donner beaucoup plus d'informations. Tout est fluide, tout est bien fait. Il y a vraiment de la subtilité dans l'intégration de ces éléments-là. Ça aborde aussi un contexte politique qui n'était pas nécessairement évident. On est vraiment dans des histoires de politique, de corruption et tout ça. Dans une année qui semble être vraiment pleine, comme je vous disais, 1979, dans ce contexte-là, là, c'était en Belgique, là, mais ça impliquait quand même un peu le gouvernement britannique puis l'Écosse. Puis c'était moment de vote pour potentiellement l'indépendance de l'Écosse ou pas. Et ben c'est ça. Sinon, qu'est-ce que je peux dire? J'ai adoré ça. C'est un coup de cœur, lisez-le. Celui-là, c'est un tome unique. C'est pas une série. Je trouve que c'est vraiment un tome. Puis c'est pour un livre qui a été écrit en 81, j'ai pas trouvé qu'il avait vieilli mal. En même temps, il a dû le retravailler clairement. Mais tu sais, on n'a pas l'impression qu'on est largué. C'est intéressant parce qu'en effet aussi, c'est une enquête journalistique à l'époque où, ben, quand on voulait avoir de l'information, il fallait qu'on téléphone à des gens qui faisaient des recherches pour nous autres puis qui nous donnaient l'info. On n'a pas de cellulaire, l'Internet n'est pas encore là. Les recherches doivent se faire manuellement. Puis des fois, si on attend de l'information, puis ça prend 2 jours parce que le temps que la personne fasse les différentes recherches en faisant des appels, en fouillant dans des documents, puis en nous rappelant. Fait que c'est intéressant parce que ça fait une espèce de choc entre l'urgence de la situation, l'urgence de l'enchaînement des actions et malheureusement les moyens qui étaient relativement lents.
Mais j'ai trouvé, en tout cas, je trouve qu'en 2025, c'est encore hyper pertinent de lire ça. Puis, j'ai adoré ça. Je vais sans doute me l'acheter encore pour en avoir un. Puis, j'ai adoré, vraiment, j'avais peur un peu de l'approche du trouble du spectre de l'autisme là-dedans. Puis, l'auteur prend vraiment le temps de nous dire, écoutez, ça a été fait à l'époque avec ce que je pouvais savoir sur le trouble du spectre de l'autisme. Puis, à l'époque, c'était pas il n'y avait pas encore beaucoup d'outils. Fait que malheureusement, ben, les enfants qui vivaient avec ça, si les parents n'étaient pas en mesure de trouver des solutions pour arriver à communiquer ou prendre soin, souvent ils vont finir en institution. Mais on n'a pas un grand bout là-dessus, puis on a quand même des gens qui ont à cœur justement d'essayer de trouver la façon de communiquer avec l'enfant, dans ce cas-ci, qui vit avec le trouble du spectre de l'autisme. Donc, je trouve que là-dessus, ça a été vraiment bien fait. Donc, j'avais peur, mais finalement, c'est une réussite. Puis là, ben, je vais arrêter de vous parler parce que j'imagine que ça fait beaucoup trop longtemps que je vous en parle. Mais donc, dernière lecture de ce vlog-ci, coup de cœur, lisez ça. Il faut. Puis si vous cherchiez une excuse pour Peter May puis vous ne vouliez pas être dans l'espèce d'Écosse sombre et humide de l'île de Lewis, ben lisez celui-là. Mais comme je vous dis, c'est vraiment quand même, c'est un journalisme d'enquête. C'est pas nécessairement un roman policier traditionnel, mais ça vaut la peine. Alors, on voit ici mon chat qui ne peut pas s'empêcher de venir me voir avant la fin du vlog. Alors, j'espère que ce vlog vous a plu. Et ben, c'est ça. Profitez-en pour me mentionner en commentaire si jamais vous avez justement des lectures. Est-ce que vous avez lu du Peter May? Est-ce que ça vous donne envie d'en lire? Alors, ben voilà, écoutez, j'espère que vous vivez ou dévorez ou découvrez des nouvelles lectures. Puis, ben, nous autres, on va se revoir bientôt. Donc, tout ce qu'on peut se dire, c'est à la prochaine!